fleur. Une fleur pour les disparus. Une fleur pour les absents. Une fleur pour les présents et les présentes. Et la dernière pour tous les invisibles. Seul, l'oiseau rejoint la graine oubliée. Il porte en lui son arbre, son repos noué au vol. L'oiseau est parallèle au temps. Je souhaitais ouvrir cette rencontre par la lecture de ce texte qui est extrait d'un livre de Jean-Louis Froment, Reconnaissance de l'oiseau, publié en 1972, parce que pour moi, quelque part, il y a dans ce texte et dans ce livre quelque chose du CAPC. Effectivement, au CAPC, le cœur, c'est la poésie. Poésie des espaces, poésie des gestes de tous les directeurs, commissaires et de toutes les personnes qui travaillent ici depuis le début, depuis ces années 74, puisque c'est la date à laquelle a ouvert la première exposition du CAPC. Non, la première ici aux Anthropolénés, c'est 74 et c'est pour mémoire. 73, c'était donc à la Bourse. Et donc, je voudrais revenir un instant avant de reprendre cette question de la poésie, parce que c'est aussi une histoire qui a démarré bien avant 73. Donc, et pour resituer également, qu'est-ce qui a fondé la pratique de Jean-Louis Froment et de comment ça s'est transmis après, année après année, et dans la suite, et dans les belles présences qui ont pu faire les personnes qui ont dirigé après le CAPC, et toujours pareil avec cette merveilleuse équipe. Donc on est dans les années 70, donc je reviens sur ce qui a été dit à un moment donné par Maurice et puis par Sategny aussi. 70, Bordeaux, c'est un lieu dans lequel il y a énormément de mouvance. On a d'un côté tout l'apport de Sigma, qui amène énormément de pratiques d'avant-garde. Donc Bordeaux est aussi un lieu d'expérimentation. On a de nombreux artistes, des collectifs. On a aussi bien en musique qui vont se développer, comme par exemple avec André Lombardo avec DMA2, en théâtre, donc musique, théâtre, littérature, poésie. Donc on a tout un contexte qui va déterminer à un moment donné des rivalités. Et ça, c'est normal. Il y a tout d'un coup un entrepôt qui est acheté par la ville, l'entrepôt Lenné, et là, on peut dire que trois grandes structures s'installent. Il y a Renaud Barrault, on l'oublie souvent. Il y a Sigma,
qui ne supportent pas la proximité, donc Renaud Barrault est obligé de partir ailleurs. Et il y a le CAPC qui s'installe avec, il y a aussi donc des compagnies de théâtre. Et petit à petit, l'espace est disputé par les projets, par les successions de programmation. Et là, on a, avec Jean-Louis Froment, une sorte de pulsion, vraiment, de puissance. C'est-à-dire qu'il a vraiment envie qu'il se passe quelque chose ici. On avait Octobre à Bordeaux aussi, qui développait de très grandes expositions. Et il affine petit à petit sa présence, son pouvoir, mais parce qu'il était déjà là avant aussi. Il s'est appuyé aussi sur, on va dire, des tactiques. Il a été enseignant à partir de 1970 à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Et c'est là où on a fait connaissance, donc avec d'autres artistes, d'autres étudiants, dont Michel Afesbero, Dany Colomine et bien d'autres, donc qui sont là et qui témoigneront demain. Et également, il pratique quelque chose aussi dès les années 70, parce qu'il a fait l'école de Vevey, une école de décoration, d'art et déco, et il pratique la mise en place de vitrines dans Bordeaux, qui finissent par se singulariser aussi. Ça va lui donner aussi un œil, dès qu'il va rentrer dans les Anthropolonies, pour, quelque part, scénographier, penser la scénographie, penser la dramaturgie de ces expositions. Et donc, la première qui met vraiment en place aux Anthropolonies, c'est Pour mémoire, à laquelle j'ai eu vraiment l'honneur, le bonheur de participer avec des artistes beaucoup plus âgés que moi, Gassiorowski, Boltanski, j'en oublie, peu importe, en tout cas des gens qui avaient déjà une sorte d'aura et qui sont venus par solidarité. Je dois dire aussi que c'est une époque dans laquelle faire de l'art contemporain, c'était une forme de combat, de militantisme à tous les niveaux. Et donc, que ce soit les critiques, les commissaires n'existaient pas tellement à l'époque. C'était vraiment des gens qui étaient sur le terrain. Les critiques, les artistes et les gens qui prenaient des initiatives, il y avait une très grande solidarité parce qu'il fallait défendre ce terrain et le spécifier petit à petit au milieu du tout culturel. Ce à quoi a répondu à un moment donné Maurice Fréchuret quand la mairie a essayé justement de percuter ce lieu en disant mais il faut pouvoir faire d'autres activités que de l'art contemporain. Donc ça a été un beau combat et donc qui est arrivé petit à petit à créer cet espace. Donc après Sigma change de lieu. Là aussi, c'est un combat, c'est un vrai combat, une vraie bataille entre La Fosse et Froment. Et là, il fait de ce lieu un écrin. Et cet écrin s'appuie d'abord sur le vide de cette nef qui va devenir quelque part un espace de résonance avec énormément de force poétique. Et pour tous ceux qui ont fréquenté le CAPC, durant toutes ces années, ils se sont aperçus à quel moment c'était magnifique de voir ces entrepôts quand il y avait un passage d'exposition, il y avait un vide et un grand silence dans cette nef. Ce qui faisait une sorte de nettoyage d'essence, des nettoyages quelque part de l'acoustique aussi, parce que vous avez remarqué souvent c'est très bruyant. Et donc, il permettait de faire réémerger les apparitions d'œuvres. Et Dieu sait si on en a vu depuis
74 jusqu'à aujourd'hui, et toujours avec la même force, et donc avec les mêmes difficultés aussi, parce qu'il faut toujours défendre, et rien n'est fini. On est aussi dans une période où il y a des affaiblissements, des attaques successives qui sont faites, des dépréciations, de l'inattention, de la dispersion. Voilà. Donc on est à un moment charnière, je dirais. Et je pense que là, cette rencontre qui est proposée par Sandra et toute l'équipe est un moment clé aussi pour redécouvrir une sorte de cohésion. Je crois que moi, je suis là depuis hier et je vois qu'il y a quelque chose de cohérent qui se met en place, de cohésion et, j'allais dire, presque de fraternité entre les personnes qui se succèdent, qui se rencontrent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de poétique dans le sens le plus noble du terme, qui est une forme de sens qui vient nous redonner le sens de la présence. Le sens de la présence et qui vient du fait qu'à chaque fois, on est obligé de réviser nos propres outils de perception, de là où on est. Tout d'un coup, on passe de la lumière au noir, on croise d'autres personnes et on est tous habilités pour pouvoir se laisser aller à ça, redécouvrir sa propre présence au milieu d'un espace, face à des œuvres, face à des non-œuvres aussi. Voilà, donc je te passe la parole parce que ça peut être infini comme ça. Alors, j'ai pas très bien compris la question, mais je vais essayer d'y répondre. Oui, dans ce que vient de développer Jean-Paul, et bon, si moi j'ai commencé cette rencontre par cette lecture, je crois que fondamentalement, le CAPC est né comme un désir d'écriture. Jean-Louis Froment a créé ce lieu avant tout comme le lieu d'une écriture clandestine, oubliée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dans la disparition des mots, dans l'effacement des mots, qu'effectivement s'est mis en place d'autres résonances, d'autres interrogations, et qu'effectivement l'exposition qui va s'inscrire dans le lieu, elle est à la fois sans début et sans fin, mais elle a à la fois un avant et un après. C'est-à-dire, il employait souvent cette image en disant que l'exposition pour lui, organiser une exposition pour lui, c'était comme inverser un poème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certains éléments de l'écriture, des mots s'inverser et laisser la place à d'autres possibilités d'écriture. Mais ce que je trouvais intéressant de pouvoir un peu dialoguer avec toi, parce qu'à la fois, je veux dire, bon, tu es quelqu'un qui a été au tout début du CAPC, que cette question de l'écriture t'a aussi porté à la fois dans ta vie d'homme et dans ton travail. Et justement, toi, pour revenir sur cette exposition pour mémoire, bon, je pense qu'il serait intéressant aussi, genre, que peut-être que tu dises aussi comment s'est mis en place cette exposition qui a été à la... Alors, il y a effectivement eu l'exposition Regardez ailleurs, qui est l'acte fondateur du CAPC, mais pour mémoire, a d'abord inscrit
le CAPC dans cet espace et surtout cette idée de mémoire. Je crois que là aussi, cette idée de mémoire est quelque chose qui traverse entièrement cette histoire du CAPC. Et par cette exposition, je dirais, par le choix des artistes qui avaient été faits, voilà, je veux dire, il y a quelque chose aussi qui s'est dénoué là. J'aimerais bien que tu dises aussi, voilà, comment, puisque tu as été au cœur un peu de l'exposition, comment, je veux dire, cette exposition, je veux dire, s'est mise en place dans cet espace. Alors, déjà, il faut préciser qu'il y a tout un travail d'enquête qui s'est fait au préalable, et notamment quelqu'un que je n'ai pas trop entendu citer, qui était Michel Bourrel, et donc qui a été quelque part le théoricien du CAPC pendant plusieurs années, et qui a été chercher des philosophes comme Jean-Marie Pontevia, qui a pu justement développer tout un travail sur le rapport entre la psychanalyse et la mémoire. Et petit à petit, Jean-Louis recevait ces différents commentaires, ces différentes propositions, et petit à petit, justement, il prenait des notes, il écrivait, et il avait des insights pour savoir qui il pouvait associer à un moment donné. Et c'est vrai que cette exposition-là, était aussi intéressante parce que il n'y avait pas de ségrégation de pratiques. Il y avait autant des conceptuels que des peintres. C'était la période des guerres de Gassiorowski, peinture en guerre de Gassiorowski, et puis les monochromes bleus de Monori, les scénettes de Boltanski. Donc on avait vraiment quelque chose qui pouvait apparaître éclectique au départ et qui, par justement la scénographie, créait une sorte de déambulatoire dans lequel, au fur et à mesure, les personnes, les visiteurs se retrouvaient immergés et donc pouvaient faire plusieurs boucles à l'intérieur. Et c'est le moment aussi où Jean-Louis a compris, et on en a beaucoup discuté ensemble, que de plus en plus, l'art devenait didactique. C'est-à-dire qu'il faisait transmettait des pensées et des expériences. Et deux choses l'ont immédiatement motivé. C'est d'une part, effectivement, qu'on puisse faire un projet éducatif avec le CAPC, mais qu'en même temps, on préserve l'art par ses silences, par ses approches énigmatiques. Et donc, qu'on ne confonde pas les deux. Oui, ce qui est aussi important, Gérard, c'est vrai que dès le départ, l'idée, c'est de s'adresser à l'autre. Et quand je parlais tout à l'heure d'écriture, à travers ça, c'était l'idée aussi de communiquer avec l'autre. Et c'est vrai qu'une exposition du CAPC, c'est effectivement des œuvres. Et donc là, il y avait aussi une idée de l'œuvre comme une qualité de sens, comme une indécision poétique. L'idée de l'œuvre est quelque chose qui va être central. Et donc, une œuvre qui s'inscrit dans l'espace, c'est une œuvre qui doit avoir un espace, une place, une dimension de respiration. Donc, l'idée de la rareté, c'est vrai qu'on a souvent reproché de montrer peu d'œuvres, mais je veux dire, c'était cette idée de rareté, c'était aussi de parier, de mettre en avant et que l'œuvre, je veux dire, trouve sa place dans l'espace. Et donc, et ce fait, je veux dire, de la transmission, de la communication, c'est-à-dire que l'autre, le spectateur,
étaient invités à prendre place aussi. Hein. Et ce que tu disais, cette dimension de vide et de silence qu'il pouvait y avoir dans le CAPC, c'est aussi, je veux dire, cette place du spectateur, il me semble. Oui. Et donc, il y a la partie pédagogique qui a été très importante dès le départ et exemplaire. Et donc, il m'a chargé de développer ce projet. Il n'a pas chargé un pédagogue, il a chargé un artiste de pouvoir développer ce projet. Et on a constitué une équipe, et encore une fois avec Michel Afesbero, pour dessiner un bus, organiser un bus qui pouvait rayonner à partir de ce centre, qui pouvait être silencieux, qui pouvait être vide, mais qui pouvait circuler dans différents endroits, aussi bien dans des hôpitaux psychiatriques que dans le camp des Gitans, que dans les écoles de Bordeaux. Et ça, voilà, moi, pendant quelques années, j'ai mis en place ça, j'ai expérimenté des choses avec ce bus et les différents outils qu'on pouvait mettre à l'intérieur. Il était en résonance avec les expositions. Et là, on était vraiment dans la partie sensibilisation pédagogique, ce qui fait que dès que les enfants ou les groupes revenaient vers ici, ben, ils se trouvaient face à donc, des choses muettes, qu'il fallait décrire, dont il fallait faire l'expérience. On ne le dira jamais assez, toutes ces années-là, 70, avant 70 bien sûr, depuis les années 50, ont été des années dans lesquelles les expérimentations étaient primordiales pour les artistes, quelque discipline que ce soit, et avec ou sans public. Ce n'était pas le problème. Le problème, c'était qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on devient quand on travaille à 2 ou 3, et qu'est-ce qu'on devient quand on commence à associer d'autres personnes à ces expériences-là. Donc, c'est à la fois ces expérimentations-là, et puis la question du sens. Quel sens ça a pour nous? Et là, il faut le dire, pour Jean-Louis, il basculait à ce moment-là sur la question du sens, sur une forme de spiritualité. C'est quelqu'un qui avait un profond sentiment spirituel, voilà, qui n'avait pas d'image, qui n'avait pas de Dieu, qui n'avait pas de pratique, mais voilà, tout de suite, il était dans une sorte de, on peut dire, de transe, hein, quand il préparait les expositions avec les uns et les autres. Et la très grande force qu'il avait, c'était de faire confiance à la fois à des assistants, mais de faire confiance aux artistes. Pour lui, c'était avant tout les artistes qui étaient importants au cœur du dispositif. Et ce qui est important de dire, c'est que cette dimension pédagogique faisait entièrement partie de la dimension culturelle du lieu. Et quand Jean-Louis parlait d'exposition, d'un projet d'exposition ou d'exposition, c'était plutôt, je veux dire, c'était quelque chose qu'il posait dans le cadre d'un programme. Quand le programme, il parlait de l'exposition et du programme. Et ce programme devait être l'élément qui va accompagner l'exposition. Et donc cette dimension pédagogique était intégralement, là aussi, intégrée presque, je veux dire, à cette dimension d'exposition, de montrer, mais surtout aussi cette place qui était laissée aux artistes. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont eu une chance immense de faire des ateliers avec Laurence Wiener, avec Boltanski, enfin, Annette Messager. Les artistes exposaient, mais aussi, je veux dire, restaient souvent le week-end. Et il y avait le samedi cette fameuse rencontre avec à la fois les adultes et les enfants. Et c'était quand même des moments qui étaient vraiment assez inouïs. Je veux dire, il se passait quelque chose. Je veux dire, et bon, beaucoup de gens en parlent encore et ont été vraiment marqués par ce moment-là. Mais sur cette question du programme, c'est vrai que je veux dire,
il y avait du cinéma, de la littérature, de la danse, de la mode, les chansons. Et tout ça, je veux dire, faisait partie de cette dimension culturelle du lieu et s'intégrait pleinement à l'approche, à l'accompagnement de l'exposition. Exactement, il y a une pluralité comme ça qui était en place. Je me souviens de 81, donc il m'avait proposé de faire une sorte de jeu sur l'idée de rétrospective pléthorique et lacunaire, et dans le même temps était programmé Laurie Anderson, des écrivains de TXT, Valère Novarina, Prigent, Denis Roche, Maurice Roche aussi, Varegen. En même temps, en bas, on avait l'ossature d'une maison landaise traditionnelle, qui nous renvoyait quasiment à Sol Lewitt, tellement c'était épuré. Voilà, il y avait plein de correspondances comme ça qui étaient jouées et qui en jouaient aussi le jeu, quoi. Enfin, on pouvait trouver différentes approches. Et je pense qu'il serait vraiment intéressant aujourd'hui de relire toutes les préfaces, les textes de présentation de Jean-Louis Froment qu'il faisait à l'époque dans les catalogues. Ces textes sont vraiment toujours très très proches de la résonance, d'une certaine résonance poétique. Ils abordent l'art, là aussi, à la fois par des bifurcations, je veux dire, toujours des éclairages un peu curieux. Il y avait toujours une dimension très secrète, je crois. À cette époque-là, chaque exposition était une dédicace secrète. Il faut savoir que toutes les expositions de Jean-Louis Froment étaient des formes de dédicaces. Ouais. Elles étaient toujours dédiées à quelqu'un ou à quelques-uns. Et quand on relit aujourd'hui ces textes qui étaient, il faut bien le dire, assez mal compris à l'époque, c'est vrai que souvent beaucoup s'interrogeaient sur ces textes, mais effectivement c'était aussi une possibilité de parler et d'approcher l'art d'une autre manière, d'employer des mots que l'on ne trouvait pas habituellement dans ce qu'on appelle la critique d'art ou les textes sur l'art. C'était toujours il y avait une espèce de déplacement, de décalement, et qui a apporté un éclairage toujours assez singulier. Oui. Alors, ça induisait aussi un défaut, à la fois cette spiritualité, cette poésie, cette force poétique, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir du mal à un moment donné, avec son équipe, à pouvoir traduire pragmatiquement des choses. Donc ça créait des fois de sacrés dissensus, et donc c'était important, mais ça faisait quasiment partie du climat pendant une certaine période, et certains sont témoins parmi nous de ça, où c'était très 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 difficile. Il avait un sale caractère par moment, mais qui en fait été repris très rapidement par à nouveau cette manière de traduire les affects par une forme de comportement aussi poétique. Des fois, il était plein de grâce, quoi, par rapport à ça. Et aussi, je crois que c'est ce qui lui permettait de passer la main. Et notamment, on a vu ici de très belles expositions qui étaient faites par des commissaires qui venaient de l'extérieur. Et ça, c'était formidable. Il a fini par lâcher un peu les commandes et la toute-puissance qu'il voulait développer à un moment donné. Voilà, donc merci. Merci. Merci à vous.